Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir pour cette troisième rencontre de l'année sur le racisme, un sujet tout sauf évident, mais qui nous semble primordial de traiter dans un centre de sciences. J'allais dire surtout avec ce qui se passe, mais bon. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça sur tous les sujets en ce moment, surtout sur celui-ci effectivement. On aurait préféré peut-être moins tomber dans l'actualité, mais bon, ça nous arrive assez souvent malheureusement, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, mais pas que. Une des autres raisons aussi pour laquelle on a voulu traiter ce sujet, pour les personnes qui sont habituées à venir, vous commencez à en avoir l'habitude, mais on va pas dire, je vais dire, parler un peu crûment, on va pas poser de fausses questions. On va pas se poser la question de ce soir de savoir s'il y a du racisme en France aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui subissent des discriminations et du racisme en France tous les jours. Nous sommes encore dans une société qu'on peut qualifier de patriarcale pour tout un tas de raisons liées aux dominations. Ce soir, ça va être pareil. Donc, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de se demander pourquoi ce racisme existe encore. Pourquoi, quand on est une personne dite racisée, on va poser la question du vocabulaire notamment assez rapidement. Pourquoi, quand on est une personne dite racisée, on a encore 3 fois moins de chances en France aujourd'hui d'avoir un taf et un logement, par exemple. C'est un des chiffres, il y en aura d'autres ce soir. Donc, comment on l'explique ? Comment on l'explique par l'histoire ? Comment on l'explique par la société contemporaine telle qu'elle est aujourd'hui ? Et dans un second temps, on va aussi essayer de parler, pas de solution, parce que ce serait un trop gros mot pour notre sujet de ce soir, mais en tout cas, c'est savoir comment, effectivement, on va pouvoir éviter et rentrer dans une société beaucoup plus égalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. C'est très ambitieux. On a 1 heure. Vous avez 1 heure. Grosse pression sur vous, surtout. C'est ces questions-là qu'on va essayer de se poser ce soir, avec 3 intervenantes et intervenants. Je sais, ça n'a pas l'air de se voir comme ça, mais il y a un chercheur qui s'appelle Morgan Lance, qui aurait dû être là ce soir, mais qui finalement ne peut pas être là ce soir, qui est chercheur associé au centre Émile Durkheim à l'Université de Bordeaux. Il a fait une thèse sur la manière dont les populations étrangères sont accueillies en France, et il travaille actuellement sur les nouvelles associations dites antiracistes. C'est sur cette question-là, en vidéo, que la question qu'on a voulu lui poser portera. On a aussi avec nous Aurélia Michel, bonsoir. Votre micro. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes autrice, vous êtes... pardon, je confonds, je suis stressé. C'est un sujet qui me stresse, je suis stressé. Vous êtes universitaire à Paris-Cité et vous travaillez notamment sur l'histoire des Amériques. Et vous êtes une des co-autrices d'un documentaire qui a très très bien marché il y a quelques années sur Arte, qui s'appelle Les routes de l'esclavage. Et vous êtes aussi également autrice d'un essai qui m'a énormément servi pour cette rencontre, qui est en vente grâce à notre partenaire Mola. Vous allez pouvoir retrouver les livres de nos interventions de ce soir, juste après. Et à côté de vous, Estelle Depris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, vous êtes éducatrice antiraciste, vous êtes notamment à l'origine d'un compte sur Instagram qui anciennement s'appelait Semblant de rien et qui maintenant s'appelle Estelle Depris. Voilà, et je me permets de vous le piquer, vous êtes à l'origine de cet ouvrage qui est sorti chez Binge Édition il y a quelques années et qui sera en vente grâce à notre partenariat avec Mola, mais qui s'appelle Mécanique du privilège blanc. On parlera de ce qu'est le privilège blanc ce soir. Première question, je reste avec vous Estelle, sur cette question du vocabulaire que j'abordais en introduction. Pour qu'on soit tous et toutes d'accord de qui on va parler ce soir, ça nous semblait important de commencer par cette question du vocabulaire. Qu'est-ce qu'on utilise ? Est-ce qu'on utilise personnes racisées, afrodescendantes, personnes noires ? Cette question, effectivement, je vais me répéter, mais c'est très important. Ça va nous servir effectivement pour nous sur scène, peut-être aussi pour vous, pour les questions qui auront lieu tout à l'heure, mais c'est aussi pour bien circonscrire, baliser de quelles personnes on va parler ce soir. Parce qu'on ne pourra pas parler de toutes les formes de racisme, bien évidemment. Alors oui, cette question de la terminologie, elle est très importante. Le vocabulaire et les caractéristiques, les catégories qu'on invoque dans le langage de tous les jours déterminent aussi un peu les représentations qu'on a et parlent aussi parfois, et surtout en termes de terminologie pour les personnes noires, des tabous qui traversent encore notre société. Alors beaucoup de personnes aujourd'hui, pour parler des personnes noires, vont encore utiliser l'anglicisme « black »
pour déterminer les personnes dites noires, perçues comme noires. Alors cet anglicisme, même s'il peut paraître anodin et un petit peu inoffensif comme ça, par plusieurs penseurs linguistes, démontre qu'en fait c'est une stratégie d'évitement linguistique. Pourquoi ? Parce que le terme noir est encore connoté dans certains espaces ou sociétés comme étant directement relié à l'histoire coloniale, à la condition noire dans nos sociétés qui sont traversées par encore cette colonialité et le racisme. Alors ici, je vais le dire, noir n'est pas un vilain mot. Vous pouvez utiliser le terme noir pour parler des personnes qui se perçoivent et qui se définissent comme telles. Ça envoie un message un peu plus respectueux en fait de l'historique de lutte et de la réappropriation des personnes noires de ce terme. Parce que dans notre histoire, nous sommes au courant qu'il y a eu des termes évidemment très péjoratifs, comme le N-word. Je vais le citer ici, le terme nègre a été longtemps utilisé pour parler des personnes noires, pour les mépriser, pour les inférioriser. Et du coup, c'était important pour les personnes qui ont lutté, qui se sont libérées en quelque sorte de leurs conditions, d'utiliser des termes qui permettent de justement se réapproprier cet héritage de lutte. Donc aujourd'hui, un peu plus dans les milieux antiracistes, mais la plupart des personnes perçues comme noires préfèrent ce terme au terme black. Donc quand on parle du terme noir, on parle d'une construction politique et sociale qui permet justement de revenir à cet héritage de lutte antiraciste et à cette réappropriation. Et aussi, ça permet de se réapproprier le terme pour en mettre enfin des connotations plus positives. Donc on a vu par exemple aux États-Unis le mouvement Black Power, Black Beauty, Black Love, etc. Tous ces termes-là servent justement à renverser un peu cette histoire qui a infériorisé et méprisé les personnes noires par des termes bien précis. Quand on parle de personnes afrodescendantes, on parle plutôt des personnes issues de la diaspora africaine. Ça nous permet aussi de parler de cet héritage de migration, qu'on va parler de migration postcoloniale. Ça va aussi permettre de parler des populations, par exemple, qui sont au Brésil et qui sont perçues comme noires, etc., sous ce terme-là, pour également faire le lien avec l'histoire de la traite, l'histoire esclavagiste. Ça permet aussi de recréer un peu ce parcours, de remettre en lumière cette mémoire historique, mémoire qui est souvent effacée. Donc le terme d'afrodescendant permet vraiment de parler des personnes issues de la diaspora, et c'est un terme qu'on utilise principalement en Europe et dans les Amériques. Le terme de racisé, lui, est différent. Quand on parle, là j'ai parlé d'identité, qui sont assez spécifiques, assez précises, le terme afrodescendant, le terme noir, mais le terme de personne racisée, on le doit à une sociologue française qui s'appelle Colette Guillaumin. Bon, elle est décédée aujourd'hui, mais c'était une sociologue matérialiste et antiraciste. Et elle a écrit une thèse très importante au début des années 70 qui s'appelle l'idéologie raciste. Au début des années 70. Oui, pardon. 70, oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, je suis belge, pardon. Donc dans les années 70, qui est l'idéologie raciste, dans lequel elle s'attelle à démontrer que même si au niveau biologique, nous sommes tous d'accord, on a tous un ancêtre commun qui est situé en Afrique, le fait de parler de race au pluriel en termes biologiques est une aberration. Et c'est très important quand on a ce type de discussion de bien baliser dans quel contexte on traite ces sujets, notamment le sujet de la race. Mais Colette Guillaumin avait envie de démontrer que malgré les grandes déclarations sur l'égalité, sur notre origine commune, elle voulait démontrer que la question de la race continuait de structurer la société française. Et elle a donné à voir dans sa thèse le processus de racisation, c'est-à-dire un processus par lequel on crée des catégories qu'on va inférioriser au sein d'un même système. En fait, quand on parle de personnes racisées, on parle des personnes qui, en raison de leur prétendue race, mais ça peut être aussi leur origine avec un continent, on peut aussi parler de religion. Par exemple, on va parler de personnes juives qui peuvent être considérées comme des personnes racisées. On va aussi parler de personnes dites asiatiques. Donc là, on se rattache plutôt à un continent, ou alors plutôt en termes de couleur, comme les personnes noires. En fait, tous ces termes-là, tous ces processus-là ont été mis en avant par Colette Guillaumin, qui montre comment dans notre société, par les interactions sociales, par le contact qu'on peut avoir avec les institutions, comment des personnes sont assignées à une position
minoritaires au sein d'une même société. Donc ça permet de dire que certes, nous savons tous que nous sommes tous humains, mais que notre société continue à produire des catégories, des catégorisations, des places dans lesquelles on va placer certains individus. Et donc, pour faire court, quand on parle de personnes racisées, on parle de personnes qui subissent du racisme systémique. Donc c'est un terme qu'on utilise vraiment pour parler de ces processus-là d'exclusion, de marginalisation, et qui permet justement de montrer comment, malgré les grandes déclarations d'égalité démocratique, etc., de respect des droits humains, comment notre société, dans son fonctionnement, arrive encore à avoir des mécanismes qui isolent et marginalisent les individus. Donc le terme de personne racisée n'est pas un terme c'est pas moi qui ai choisi d'être une personne racisée. C'est un terme qui donne à voir la position dans laquelle la société me place. Et donc c'est un terme qui est très important, à mon sens, pour plusieurs raisons. Déjà, ça donne à voir la construction sociale de la race, mais j'imagine qu'on en reparlera. Et surtout, ça permet de lier les personnes dites racisées entre elles pour qu'elles puissent se lier en solidarité et se faire entendre collectivement, et pas seulement en raison de nos identités spécifiques. Ça permet d'avoir, on va dire, une plus grande envergure en termes de lutte, mais attention, c'est un terme qui désigne un processus sociologique. Ce n'est pas un terme qui vient de nulle part, ça désigne vraiment quelque chose de profond dans notre société. C'est une construction, on va reparler de ça, mais c'est effectivement, quand on dit d'une personne qui est racisée, c'est en opposition aussi à une personne qui serait plus dominante. Exactement. Ok, très bien. Il y a beaucoup de termes que vous avez exposés là, dont on va reparler pendant la rencontre. Donc la première des choses, une fois qu'on a fait cet éclaircissement-là, c'est comment on explique que le racisme existe encore aujourd'hui dans notre société. On va y répondre de plusieurs manières, mais on va commencer avec vous, Aurélia. Dans votre livre, vous montrez à quel point l'esclavage, et ça s'est entendu dans les propos d'Estelle à l'instant, à quel point l'esclavage structure encore aujourd'hui notre société et explique notamment les rapports de domination. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi l'esclavage, qui nous paraît assez lointaine comme période, explique encore des rapports de domination actuels dans la société et comment ça peut expliquer le racisme ? Alors oui, et d'ailleurs ça complète très bien ce que vient d'expliquer Estelle sur le fait que la race, et on y reviendra peut-être, c'est avant tout un rapport social. Un tout petit peu plus proche du micro. Oui, que la race Merci. est avant tout un rapport social, et c'est à ce titre-là que ça nous intéresse ce soir, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut le déconstruire, hein, ce rapport social, travailler sur ce rapport social. Et donc, du point de vue, moi, en tant qu'historienne, ce qui m'importe, c'est de comprendre ce qui est convoqué, hein, dans ce rapport de race, dans ce rapport racial aujourd'hui. Et effectivement, pour moi, le cœur des effets de race, des rapports de race et donc du racisme et de la société raciste, c'est la manière dont la race convoque une histoire, une mémoire, un héritage de l'esclavage dans les sociétés européennes. Et pour moi, c'est historiquement la plus grande, disons, définition, hein, du racisme aujourd'hui, définition historique. Elle se trouve dans notre histoire et notre rapport à l'esclavage. Alors, il y a deux raisons, disons, je vais commencer comme ça. Pourquoi, du coup, comment expliquer que quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs siècles maintenant, une institution qui a été abolie, évidemment, même si c'est un peu plus tardivement qu'on le pense en général, pourquoi ça continue d'avoir cet effet dans la société? Alors, il y a un premier élément, c'est de comprendre à quel point l'esclavage a été central dans l'histoire des sociétés européennes. Et cette centralité, d'une certaine manière, elle perdure dans l'ordre économique et social qui est aujourd'hui celui de l'Occident et qui est, dans une continuité avec l'histoire européenne moderne, c'est-à-dire depuis le 15e, 16e siècle. Alors, en deux mots, cette centralité, la modernisation de l'Europe, disons le développement économique de l'Europe, son expansion au-delà de ses frontières régionales, à partir du 15e, 16e siècle, ça a été une dynamique coloniale, hein, c'est-à-dire d'engager des productions, des formes économiques, hein, qui sont toutes
traversée par une dimension coloniale. Comment on peut la définir? C'est très simple. Les sociétés européennes, à partir du XVe siècle, se développent avec leurs ressources propres, leur population propre, leur territoire propre, mais aussi des populations, des territoires, des ressources externes aux sociétés européennes, alors extérieures, disons, géographiquement, physiquement, peut-être symboliquement aussi. Mais ce qui est très important, c'est que ces territoires, ces personnes, ces populations et ces ressources vont être maintenues en situation d'extériorité. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas intégrer les sociétés ou les territoires européens, mais rester, et surtout sur le plan symbolique, extérieures à la société. Or, cette dimension coloniale, qui se prolonge dans tout le développement des empires coloniaux et post-coloniaux, on pourrait parler du XXe siècle, jusqu'à nos jours sans doute, eh bien, cette dimension coloniale, elle s'est appuyée, elle a été possible parce que les Européens ont eu la possibilité, le recours, de pouvoir s'appuyer sur l'esclavage, sur l'institution de l'esclavage, une institution qui était disons, très répandue, très pratiquée dans toutes les régions du monde et à peu près depuis la nuit des temps. Peut-être aussi banale que l'est l'institution du mariage, pour vous donner une idée, et c'est très intéressant de les comparer d'ailleurs, pour comprendre ce qu'est l'esclavage et la puissance de cette institution. Et la caractéristique de l'esclavage, eh bien, c'est précisément de créer une situation, une fiction, dans laquelle certains individus, ou n'importe quel individu, peut être extrait de la société. Il est tout d'un coup décrété extérieur à la société. Mais sur un plan très profond, symboliquement très profond, mais qui a des conséquences énormes. Alors, à tel point, par exemple, ce qu'on peut donner comme idée, que des relations de parents, voilà, quelqu'un qui aurait eu un enfant, voilà, et cet enfant pourrait ne pas être son enfant. Le lien de parenté qui pourrait être la chose la plus évidente, la plus humaine, que tout le monde peut reconnaître, eh bien, par l'esclavage, par l'institution de l'esclavage, ce lien de parenté n'existe plus. Il est détruit, il est inexistant, rendu inexistant, parce que l'un des deux intervenants, père ou enfant, ou mère ou enfant, est de condition esclave. Alors, pour vous dire à quel point c'est puissant comme fiction, comme institution, et comment c'est difficile de sortir de ces rapports sociaux qui sont tellement violents sur le plan symbolique. Cette violence symbolique, c'est celle qui permet aux Européens des violences concrètes, physiques, matérielles. Ces violences, elles sont utilisées pour, grosso modo, concentrer de la main-d'œuvre, déplacer de la main-d'œuvre, donc déporter des populations et les placer dans des centres de production qui sont donc dans cette économie coloniale que j'ai rapidement définie. Et cette production, grâce à l'esclavage, eh bien, elle a pris des proportions très, très importantes qui sont déterminantes pour le développement économique de l'Europe depuis le XVIe siècle. Donc, à la fois par l'importance économique et, je dirais presque politique de l'esclavage à ce moment-là, à la fois par la puissance, la violence, disons, de l'institution et de ses effets, eh bien, il est très compliqué de sortir, en fait, d'une société esclavagiste. L'héritage de la société esclavagiste est extrêmement lourd. Et moi, c'est comme ça que je définirais le racisme. La race, qui est sans doute une spécificité européenne, enfin occidentale, on pourra y revenir, c'est en fait comment l'esclavage laisse un stigmate, c'est la trace, c'est le stigmate de l'esclavage qui continue à peser sur les populations qui sont normalement sorties, affranchies, émancipées, leurs enfants, leurs descendants sur plusieurs générations, et qui pourtant portent encore cette trace, ce stigmate, cette référence à la condition esclave qui a été tellement structurant pour l'histoire européenne.
Merci. J'hésite un petit peu à tout de suite poser la question de l'utilisation du terme de race, parce que vous l'utilisez beaucoup et je pense que c'est bien c'est un terme qu'on n'utilise plus. Il y a eu des questions autour de son utilisation ou non dans la loi il y a quelques années en France. Vous dites dans votre livre, Aurélia, que la race, comme réalité sociale et politique, malgré son invalidation, existe. Donc, et vous l'utilisez, Estelle, vous l'utilisez aussi. On doit l'utiliser pour expliquer ce qu'est le racisme. C'est pas un gros mot, le terme de race ? Alors, là, je rejoins ce qu'Estelle disait au départ, c'est-à-dire c'est absolument nécessaire de désigner les phénomènes dont on veut parler et à quoi on veut se confronter. Si on n'a pas de mots pour désigner voilà, ce qui se passe, on est démuni aussi pour déconstruire ces rapports de race. Alors, c'est pas un gros mot, c'est-à-dire que c'est un mot qui est apparu, je ne vais pas refaire toute l'histoire du mot, mais disons que les races ou les classifications raciales, ça correspond au développement d'un discours scientifique qui a appuyé justement l'économie coloniale au XIXe siècle, et justement dans un moment où l'institution de l'esclavage était affaiblie ou est en train de disparaître, donc c'est pas du tout anodin. Donc évidemment, si on se réfère à cette classification ou à ce discours idéologique, eh bien, on est dans le risque de reproduire cette classification raciste. Mais d'un autre côté, le terme de race, tel qu'on l'a évoqué jusqu'à présent, c'est justement ce qui se joue dans les rapports sociaux, dans les interactions sociales, dans les identifications, comment on s'identifie, comment on est identifié, comment on est perçu, etc. Et donc, pour moi, dire le mot race, c'est effectivement convoquer cette histoire coloniale esclavagiste pour essayer de comprendre ce qui se joue dans des phénomènes tout à fait qu'on peut tout à fait constater matériellement, la discrimination à l'emploi, au logement. Il y a tout un tas d'indicateurs qui permettent de désigner l'expérience de la race pour une partie de la population dans nos sociétés. Estelle, là-dessus, ça rejoint un peu votre explication sur le terme de personnes racisées. C'est un peu ça qui rejoint pourquoi vous aussi vous utilisez le terme race ? Oui, parce que ça permet de désigner des processus et la manière dont on va être marqué par cette expérience-là. Alors moi, je suis parti pris que tout le monde est racialisé dans cette société. Les personnes blanches aussi ont un héritage historique de construction, que ça soit au niveau scientifique, que ça soit par des penseurs tels que Gobineau, etc., qui ont vraiment pensé la construction des personnes blanches, pas pour les inférioriser, mais pour les mettre dans une position majoritaire. Mais par exemple, pour donner un exemple assez concret, il y a quelques années, il y a un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été diffusé par cette agence et qui permettait de montrer l'état du racisme structurel en Europe. Et ce rapport démontre, et ça rejoint ce que tu dis sur le stigmate de la race dans l'esclavage, que les personnes noires, et un peu de manière assez stable dans toute l'Union européenne, se trouvent en situation de déclassement. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement des populations qui ont des difficultés à obtenir des diplômes, voire à cumuler plusieurs diplômes, mais qu'elles sont, en raison de discrimination et d'obstacles sur le marché de l'emploi, obligées, en tout cas poussées, à prendre des jobs qui ne correspondent pas à l'étendue de leur savoir et de leurs compétences. Et ce que ce rapport a démontré, qui est très intéressant, c'est juste quelques phrases, mais que je trouve que c'est vraiment parlant, c'est que ces personnes-là vont être redirigées vers des jobs où ça demande une certaine force physique, où ça demande d'utiliser le corps en fait pour faire son travail. Et là, ça rejoint complètement ce que Aurélia disait sur le fait que ce stigmate-là continue à avoir un impact concret. Ce n'est pas seulement aussi déplorable que ça soit les insultes qu'on peut recevoir ou certaines représentations ou des interactions négatives en fonction de cette histoire, mais c'est aussi comment, même sans propos déshumanisants, etc., on continue à être quand même assigné au sein du système à une place perçue comme inférieure. En Belgique, voilà, j'en profite un peu pour parler du plat pays, parce que souvent les Français, ils ont une perception
de la Belgique comme étant un pays assez neutre, ou en tout cas assez naïf, ou pas vraiment pas vraiment problématique sur les questions de racisme, à savoir que oui, on a un pays où il y a énormément de problèmes liés à l'histoire coloniale, et notamment pour les personnes noires. En Belgique, la situation des personnes noires sur le marché de l'emploi est similaire à celle des Africains américains aux États-Unis. On est sur deux systèmes économiques et sociaux complètement différents. Mais pourtant, on retrouve des similitudes dans les obstacles qu'on place devant les personnes afrodescendantes ou noires. Donc oui, c'est pour ça que moi, dans ma pratique, j'utilise souvent le terme de race parce que justement, moi, personnellement, j'ai 31 ans. J'ai fait un master assez à gauche dans une école de médias où on fait de l'éducation populaire. On avait plein de cours sur sur la migration. On avait des cours qui abordaient la question du patriarcat, des violences LGBT-phobes, etc. Mais aucun cours qui abordait la question du racisme. Donc, on avait des cours qui parlaient des relations nord-sud, mais pas le mot racisme. On avait même certaines fois, on pouvait parler de colonialité, de colonisation, mais sans aborder le terme de racisme ou de race. Et en fait, ce climat-là, c'est ce qu'on appelle le colorblindness, l'idéologie colorblind. En fait, on vit dans des sociétés qui pensent ou qui veulent se faire croire que annihiler, faire disparaître les termes tels que noir, arabe, juif, asiatique, allait faire disparaître le racisme, et donc rend les personnes, les militants, les chercheurs coupables de visibiliser ces catégorisations-là. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème du racisme si on refuse de regarder toutes les données dans l'équation. Et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser ce terme, mais encore une fois, pas n'importe comment. Terme de race. Oui, le terme de race, pas n'importe comment, bien le baliser. Moi, je prends toujours du temps, comme je l'ai fait aujourd'hui, de bien dire qu'on parle de construction sociale. On l'a peut-être pas assez redit, effectivement, la race, c'est une construction sociale. C'est en rien une question biologique. C'est une construction de nous, les humains, qui projetons des choses sur des personnes. C'est ça la race. Comme le genre est une construction, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont pensé à un moment, tu l'as dit par le biais de la science notamment, à catégoriser et hiérarchiser les individus. Ça permet aussi, le fait de dire que c'est une construction sociale, ça permet aussi de balayer d'un revers de main l'idée que le racisme serait inhérent à la condition humaine, que nous, là, tous, que dès qu'on est sur Terre, on a directement des biais, des préjugés racistes, etc. Non, c'est la façon dont notre société est organisée, comment nous interagissons avec cette société, avec son histoire et entre individus, qui crée la race. J'ai essayé d'aller vite. J'ai donné un exemple que je donne souvent. Dans le cadre de mon travail, j'ai interrogé beaucoup de personnes blanches et beaucoup de personnes dites racisées, notamment des jeunes femmes noires qui avaient vécu une grande partie de leur enfance, respectivement au Togo et au Ghana. Arrivées au début de l'adolescence, elles rejoignent leur famille à Bruxelles. Et là, même si elles sont catégorisées et perçues comme noires et métisses aussi, quand elles arrivent en Belgique, elles font une expérience totalement nouvelle, qui est celle de la discrimination raciale. C'est des jeunes filles qui n'avaient jamais eu à se penser comme ayant une identité qui est reliée directement à des entraves qu'elles pourraient rencontrer au quotidien. Il y a peut-être un héritage de lutte ou des choses qui ont navigué, mais elles ont dû apprendre qu'en Belgique, quand elles allaient faire leurs courses dans les magasins, de bien avoir les mains visibles. Elles ont dû apprendre qu'elles allaient être suivies. Elles ont fait face à des humiliations à l'école. Par exemple, il y en a une qui m'a raconté qu'à un cours de sport, il y avait un de ses profs qui courait derrière elle en tapant dans ses mains en disant « Oui, mais les gens comme toi savent courir plus vite ». Donc en fait, c'est ces expériences-là qui créent la condition et qui créent la race. Sans ces interactions sociales-là, sans un contexte politique historique, la race n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est une construction sociale. Et ça peut varier de société en société. On ne va pas utiliser les mêmes termes pour parler des personnes métisses. Par exemple, ma maman est belge, mon papa est congolais. Je suis perçue comme métisse ici en Europe. Mais si, par exemple, je vais aux États-Unis, je vais plus être perçue comme une personne noire. Donc, il y a des distinctions en fonction de l'histoire, des lieux, des sociétés. Donc, ça prouve bien que la race n'est pas quelque chose d'inhérent, mais que c'est nos sociétés qui la créent. Il y a un passage de votre livre où vous parlez de l'invention, si je peux dire ça, du terme race. Ça date de la période esclavagiste ? C'est à ce moment-là qu'on commence à l'employer pour se distinguer de personnes qu'on rend esclaves, en position d'esclaves ?
Oui, alors pas le terme race, justement, parce qu'il avait plusieurs autres usages, et c'est vraiment au 19e siècle, après l'esclavage, donc qu'il est utilisé dans le sens qu'on l'utilise ce soir, hein, de racisme. Par contre, ce qui apparaît au fur et à mesure donc de cette histoire européenne, de cette histoire esclavagiste, c'est le sens qu'on va donner précisément à la perception des couleurs. On va venir au terme noir, blanc, etc. Et ça, c'est là que réside en fait, hein, c'est là que se logent les stigmates, hein, qui vont faire référence à la condition esclave. Alors ça, on le voit bien apparaître historiquement, et c'est lié à un facteur essentiel, hein, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que dans ces sociétés esclavagistes européennes, qui se développent avec des productions en particulier sur le continent américain, il y a un recours massif à l'esclavage. D'abord, l'esclavage des autochtones du continent américain, et puis très vite, un recours à la traite esclavagiste africaine, en Afrique de l'Ouest principalement, qui a été, disons, une des options possibles à ce moment-là, qui ont été, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, choisies par les principaux marchands d'esclaves, qui étaient les marchands portugais à l'époque. Et donc, se crée une situation très singulière, une configuration où, aux Amériques, dans les régions de plantation, dans les régions d'extraction minière, partout où on utilise une main-d'œuvre esclave, en fait, du XVIIe, XVIIIe siècle, la totalité de la main-d'œuvre esclave est d'origine africaine, c'est-à-dire achetée sur des marchés africains, si bien que la totalité des Africains ou des personnes d'ascendance africaine aux Amériques est de condition esclave. Et donc, assez rapidement, il se construit un synonyme, une équivalence entre le terme même de noir et le terme d'esclave. La condition esclave, en fait, elle est désignée par le terme de noir. Et c'est ça qui, en fait, le tabou dont on parlait au tout début, et la question des termes et pourquoi on peut les utiliser, etc., c'est qu'en fait, oui, à la base de ce terme, il y a effectivement quelque chose de profondément violent, puisqu'en fait, c'est une assignation, la couleur noire est une assignation à la condition esclave. Et ce que vous nous dites là, c'est effectivement, c'est pas juste si on arrête du jour au lendemain l'esclavage, que les sociétés vont oublier cette terminologie qui rapproche noir d'esclave. C'est pas aussi simple que ça. Mais du coup, j'avance un petit peu, après je reviendrai avec vous, Estelle, mais c'est quoi? Il faut du temps, il faut des lois, parce que là, c'est sans fin, cette histoire, sinon. Alors, je suis pas sûre. Sinon, je vous la reposerai après, vous avez le temps de réfléchir. Ok, j'avance un peu, je suis un peu excité là par les... Privilège blanc. Le mot polémique. Il y en a pas mal ce soir, donc continuons. Privilège blanc, c'est un terme qui va sûrement un petit peu pincer certaines personnes, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Alors, on vous a appris depuis l'enfance à considérer le racisme en ne regardant que par le prisme des personnes qui subissent des discriminations. Là, c'est ce qu'on vient de faire. On a parlé principalement de la condition noire, de l'esclavage, mais on ne nous apprend pas à voir les personnes avec qui on vit en relation au sein d'une même société, mais qui ne sont pas placées aux mêmes étages et qui ne bénéficient pas des mêmes accès à la citoyenneté et aux droits. En fait, quand on parle de discrimination, on parle également de privilèges. En fait, discrimination et privilège, c'est les deux faces d'une même pièce. Dans une société, par exemple, je vous ai parlé, on a parlé des discriminations à l'emploi, c'est de se dire que s'il y a un groupe de personnes, les personnes racisées, subissent cette discrimination-là à l'emploi, qu'elles n'ont pas accès à un job à compétences égales, je vais sortir une étude qu'il y a eu en Belgique par l'université de Gand qui a fait un testing. Ils ont envoyé plein de CV différents avec des noms marocains, ghanéens, turcs et avec des noms à consonance belge. Et ils ont prouvé que si on avait un nom dit racisé,
on avait 30% de chances en moins d'être invité à un entretien d'embauche. C'est pareil en France. C'est pareil en France. Chiffres, ouais. C'est assez similaire partout en Europe. Et du coup, c'est de se dire que s'il y a un groupe à qui on bloque l'accès à certaines ressources, là, matérielles en plus, c'est qu'il y a un groupe à qui on favorise cet accès. Et que, en fait, dans une société qui est marquée par ces questions de racisme, qui structure cette histoire, c'est qu'on vit un peu des relations asymétriques. Et donc, moi, il m'a semblé intéressant de renverser le regard que l'on porte sur le racisme habituellement et de questionner justement ce qui me semblait être une donnée manquante dans les discussions antiracistes qu'on avait pu voir, surtout depuis les années 80, où on se focalisait sur les victimes du racisme, mais sans parler de la source. Alors souvent, on va essayer d'individualiser, de moraliser. Oh, mais si des personnes sont discriminées, c'est à cause de personnes malveillantes qui ont intentionnellement envie de nuire certains groupes de personnes, etc. Mais de se dire qu'en fait, cette intentionnalité-là n'a pas vraiment de poids dans ces discussions-là, parce qu'en fait, c'est une mécanique, c'est la façon dont notre société s'organise. Et aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui n'ont plus besoin de termes explicitement raciaux, de faire fonctionner toute une idéologie, tout un imaginaire de violence, d'infériorisation, pour quand même, enfin, c'est en train d'augmenter, hein, mais pour quand même continuer à discriminer les individus. Donc moi, quand je parle de privilège blanc, c'est une manière aussi d'inviter les personnes qui ne se sentent pas concernées par ces questions de la lutte antiraciste à se dire, bah, moi aussi, je fais partie de cette histoire coloniale, j'ai aussi un rôle à jouer. Et donc, les privilèges blancs, ça permet vraiment de changer le regard que l'on porte sur le racisme et de vraiment questionner qu'est-ce que c'est de vivre en fait en position de majoritaire, en position de domination, et quel accès j'ai aux ressources et aux droits. Donc je vais donner un privilège blanc que je pense qu'il va peut-être vous faire sourire. Le premier privilège blanc, c'est de ne pas avoir conscience d'être blanc. Peut-être que c'est une réflexion sur la blanchité qui vous est apparue plus récemment, peut-être même à partir du mouvement Black Lives Matter. On en a beaucoup parlé en 2020. Ces termes commencent à être de plus en plus débattus, et heureusement, dans notre société. À la différence des personnes racisées. Par exemple, moi, j'ai dû apprendre que j'étais une personne noire très jeune dans ma vie et dans des circonstances de violence. En interrogeant les personnes blanches de mon audience, parce que j'ai une page sur laquelle je traite de ces questions depuis 5 ans, une page Instagram, 34% d'entre elles m'ont dit avoir pris conscience de leur blanchité très récemment, vraiment dans les 5 dernières années, donc vers 2020. Et il y avait un pourcentage assez élevé de ces personnes qui disaient avoir pris conscience du racisme en étant témoins et de leurs privilèges, en étant témoins justement de discrimination raciale et de conversations complexes sur le racisme. On ne nous apprend pas à vraiment discuter de ces questions, et c'est pas pour en vouloir aux personnes blanches de ne pas avoir conscience de leur racialité. En fait, c'est tout le jeu du système qui veut que la question du racisme, des discriminations ne concerne pas les personnes majoritaires. On va toujours essayer d'expulser cette notion-là, comme si le racisme était directement inhérent à nous. Pourquoi vous dites que ça fait grincer, ça met mal à l'aise? Parce que ça, c'est là, ce que vous venez de décrire, c'est assez rationnel. Il y a des discriminations, donc il y a des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Pourquoi vous dites que ça fait grincer des dents? Ça fait grincer des dents parce qu'on donne à voir le système de domination dans lequel s'ancre ce racisme et ces discriminations. C'est comme quand, par exemple, des femmes ou des personnes sexisées vont aborder les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent et qu'elles nomment le patriarcat. Et là aussi, ça fait grincer des dents. En fait, parler de blanchité, de privilège blanc, ça permet de parler du système global dans lequel s'ancre cette histoire. Et du coup, ça fait grincer des dents parce qu'à partir du moment où on voit le système et le racisme pour ce qu'il est, ça nous incombe, nous, d'essayer de faire en sorte de le changer pour enfin coller aux grands principes démocratiques de protection des droits humains que nos États disent défendre. Donc en fait, c'est un tabou vraiment ambiant et c'est aussi une façon de se mettre à distance de ces problèmes-là
pour continuer à faire fonctionner le système comme il est. Donc aborder la blanchité, c'est vraiment un exercice très compliqué. Et je le sais, enfin là je travaille sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que je parle, par exemple dans les médias en Belgique ou quoi que ce soit, il y a une réaction politique en Belgique où j'ai été attaquée et la RTBF a été attaquée, etc. Parce que j'avais expliqué... La chaîne publique. Oui, la chaîne publique belge d'information, où j'avais été publiquement attaquée pour racisme, parce que je parlais de privilèges blancs, de blanchité, etc., dans les mêmes termes qu'ici, je n'utilisais pas un autre discours, mais il y a vraiment cette volonté de maintenir un déni sur la question du racisme, et ce déni, il est très important, car c'est ce déni qui permet de le faire perdurer dans la société, et c'est ce que je fais en fait dans mon livre Mécanique du privilège blanc. J'invite vraiment les personnes perçues comme blanches à sortir de ce déni de la question du racisme, de questionner ces biais et justement de donner à voir une autre manière d'aborder les questions raciales. On parlera de ça. La question auquel Aurélia n'a pas voulu répondre, pardon, c'est à ce moment-là que je reposerai la question. Je reviens avec vous, Aurélia, il y a un terme aussi qui a été utilisé pas mal, c'est le racisme dit structurel. Est-ce que... Non ? Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur le mot blanc. Mes questions ne vont vraiment pas, en fait, c'est ça. Si, mais en fait, je me glisse dans la question précédente. On est à la bourre, mais bon, ça sera de votre faute. Ok, alors 2 minutes. Donc, non, parce que c'est très important. Il y a cette dimension, ça dévoile le système de domination, etc. Ça le révèle. Ouais. Mais il y a aussi un gros tabou, un gros malaise avec le mot blanc, qui est tout à fait le même qu'avec le mot noir. C'est-à-dire que ça se réfère à la même société, à la même histoire. Et c'est très important de comprendre l'histoire du mot blanc. Là, j'ai expliqué en 2 minutes le sens qu'avait pris le mot noir pour désigner des groupes sociaux, des individus. Mais le mot blanc aussi a cette histoire. Et elle est directement en lien, bien sûr, avec le mot noir. Le mot blanc, il apparaît précisément dans les sociétés coloniales, dans les sociétés esclavagistes, et il est utilisé par ceux qui veulent précisément se distinguer de toute ascendance africaine, de toute référence, en fait, d'ascendance esclave, c'est-à-dire toute référence à une ascendance esclave. Et donc, pourquoi s'en distinguer ? Parce que, pour revenir à l'institution de l'esclavage, qu'est-ce que ça permet, l'institution de l'esclavage ? Ça permet la violence symbolique de cette institution fait que les personnes de condition esclave sont à merci, je dirais, de toutes les violences, de toutes les agressions, de toutes les pulsions sexuelles. Les corps sont à disposition, les personnes sont à disposition, car elles ne sont pas protégées par la société, puisqu'elles sont ces personnes sont extraites de la société. Et donc, la situation même de l'esclavage suscite de la violence. C'est une tentation presque à la violence. Et donc, les sociétés esclavagistes sont des sociétés où les violences vis-à-vis des personnes de condition esclave sont répétées, sont amplifiées, il y a une espèce de surenchère, si bien qu'effectivement, être de condition esclave ou assimilé à la condition esclave, c'est extrêmement profond, brutal, etc. Et c'est de ça dont ces personnes qui se revendiquent alors comme blanches veulent à tout prix être à distance, s'éloigner, ne pas être assimilées, ne pas s'approcher même d'une possible condition esclave. Et donc, ce terme de blanc va commencer à être utilisé pour se positionner dans la société comme ayant tous ses ascendants d'origine libre, c'est-à-dire d'origine européenne, c'est-à-dire blanc. Et le mot blanc va servir à identifier ces personnes qui vont revendiquer le fait d'être blanc. Alors, beaucoup ont des ascendances africaines quand même, mais le groupe social des blancs va se constituer dans ces sociétés et vont revendiquer, pour le coup, des privilèges pour pouvoir se distinguer de ceux qui seraient certes de conditions libres, de statut libre, mais qui auraient la trace, le stigmate d'une condition esclave. Et c'est dans ce contexte. Donc c'est pour ça que le tabou, en fait, il est aussi puissant, parce qu'il y a aussi cet héritage du sens du mot blanc qui continue d'agir dans la façon de désigner aujourd'hui le racisme. Oui, donc parce qu'on a l'impression que ce terme de blanc, de personne blanche, est très récent.
viendrait de militants antiracistes américains ou européens, mais pas du tout. Effectivement, c'est une construction qui a 200, 300 ans. Je reviens du coup sur ma question sur le racisme structurel. C'est un terme qui est utilisé dans le champ de l'antiracisme, mais aussi de l'autre côté, des personnes qui, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, qui ne voient pas le problème, pour des raisons totalement différentes. Est-ce qu'il y a une définition qui existe sur ce racisme structurel? Et est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui en France, dans une situation de racisme structurel? Alors oui, je le dirais volontiers comme ça. Alors pour l'expliquer, c'est très simple. En fait, on n'a pas besoin d'être raciste. Les structures le sont suffisamment pour qu'on puisse avoir le privilège de ne pas être raciste, de ne pas se sentir raciste, de ne pas faire d'actes racistes. Donc etc. ça veut dire que la police, enfin les structures publiques, ça veut dire les structures, c'est-à-dire ce qui détermine la reproduction sociale. La reproduction des générations et de l'ordre social et de l'ordre économique. Alors effectivement, des institutions jouent leur rôle. Structure et institution, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les institutions jouent un rôle dans la reproduction sociale et donc elles amplifient en général, mais parfois modifient au gré des révolutions, des changements idéologiques, etc., démographiques, tout ce qu'on veut. C'est pas comme ça un déterminisme absolu. Heureusement, il y a l'histoire, hein, c'est pour ça qu'on en fait d'ailleurs. Mais il se trouve qu'il y a une inertie là, quelque chose qui effectivement a tendance à se reproduire si on n'intervient pas ou s'il n'y a pas un événement qui vient perturber cette reproduction. Et donc, on n'a pas besoin d'être raciste parce que c'est exactement ce qu'Estelle expliquait tout à l'heure. On peut, par exemple, même avoir un raisonnement sur oui, bah, c'est vrai que certains qui viennent de tel endroit du monde sont quand même plus... Bon, par exemple, c'est simple, les personnes racisées en Europe sont déjà pauvres, sont déjà les plus pauvres. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi... Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'une interprétation raciste et ni même du... Voilà. Donc, c'est ça le racisme structurel, c'est qu'effectivement, on en arrive par la façon dont fonctionnent les institutions, la façon dont fonctionnent les interactions depuis la naissance jusqu'à la mort, eh bien, il y a des trajectoires qui sont déterminées, orientées. Alors, ça peut être extrêmement subtil, ça peut être carrément bienveillant, c'est pas forcément une agression, hein, mais on est, voilà, ça pèse sur les trajectoires des individus. C'est un peu plus profond et complexe que de dire que l'école est raciste, la police est raciste, les institutions publiques en tant que telles, l'administration, etc., sont racistes. C'est plus profond que ça. C'est aussi un rapport à l'individu, au parcours des individus, qu'on peut dire qu'il y a un racisme structurel en France. C'est en faisant de la sociologie, c'est-à-dire en regardant les trajectoires, les groupes sociaux, comment, voilà, les probabilités pour faire telle orientation scolaire, avoir tel type d'emploi. Et donc etc. les institutions ne répondent pas correctement à cette question du racisme. C'est là aussi où on peut interroger la place des institutions pour répondre à ce racisme dit structurel. Alors c'est ça qui est ambivalent et qui parfois heurte aussi beaucoup les gens qui font confiance aux institutions. Et bon, tout le monde ne fait pas confiance aux institutions, mais donc c'est ça qui est difficile, c'est que les institutions, et typiquement l'école ou la justice, je dirais même en soi la police, hein, pourquoi pas, sont censés être des lieux où on va rectifier. Hein, dans des démocraties représentatives, etc., voilà, de protection des droits, ces institutions sont censées rectifier les biais de structure, hein, qui déterminent les trajectoires sociales. Ce qu'elles font, c'est leur mission, c'est leur feuille de route, c'est les lois qui encadrent ça. Et pourtant, en partie, même en grande partie, elles échouent. Et c'est ça qui se passe. Et donc, ce qui nous regarde, nous, quand on souhaite intervenir là-dessus, eh bien, c'est de regarder comment elles échouent, pourquoi elles échouent, à quel endroit. Est-ce que c'est dans la salle des profs, quelqu'un qui a dit « Oh là là, celui-là » Est-ce que c'est... Enfin, c'est des micro-détails, et c'est certainement pas en accusant des individus « Ah oui, mais tu as parlé de mal de lui, ou tu as mal utilisé ce mot », en étant dans l'accusatoire, en fait, hein, parce que le fait d'être accusé de racisme, c'est extrêmement lourd et ça peut déclencher des mécanismes de défense très, très importants, disons, avec des effets contre-productifs.
Mais par contre, décortiquer comment les institutions sont aussi des lieux où on échoue à rectifier les inégalités, c'est super important pour pouvoir améliorer les institutions. Inégalité, je prends le mot, je sais pas, j'ai pas d'expression autre. Quand on dit, par exemple, Estelle, quand on dit que l'école en France est très très inégalitaire, c'est une des écoles les plus inégalitaires des pays de l'OCDE, pour tout un tas de raisons. Est-ce que le racisme explique aussi, au vu de ce que vient de dire Aurélia, le racisme peut expliquer ces inégalités? Est-ce que derrière inégalité, c'est une forme d'euphémisme pour parler d'une forme de racisme aussi? Alors, l'école n'est pas que traversée par les inégalités raciales. Les jeunes handicapés, par exemple, puis même la façon dont les accueils, dont les écoles ne font pas attention à ce type de population-là, il y a aussi des inégalités. Il y a aussi des inégalités en termes de classe, mais la race est aussi un facteur d'inégalité. Alors, on est juste derrière en termes d'inégalité raciale de CDE avec la Belgique francophone en particulier. On a en fait, le racisme institutionnel dans les écoles en Belgique fonctionne par le fait qu'on va reléguer, c'est-à-dire déplacer certaines populations, certains élèves d'écoles perçues comme étant des écoles, on dit des écoles générales. On va parler de bonnes écoles, etc. On va directement exclure très vite les élèves racisés vers des écoles à faible indice socio-économique. Et il y a une sociologue, et là je ne connais pas son nom par cœur, désolée, mais c'est cité dans le livre, j'ai fait tout un chapitre sur le mythe méritocratique, où en fait... Le mythe méritocratique. Oui, sur le mythe méritocratique, qui est un des mythes qui est, pour moi, un des maintiens du racisme tel qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il permet justement de masquer les vrais rouages des inégalités qui ne sont pas en termes de mérite, mais plus en termes de structure. Et donc, ce qui se passe en Belgique, c'est qu'arrivé en 3e année secondaire, normalement, on doit choisir une option. On doit faire du professionnel, du qualifiant, etc. Et c'est à ce moment-là précis que certaines écoles, voire la majorité des écoles, relèguent les élèves racisés vers des filières professionnelles, donc perçues comme étant plus manuelles, moins exigeantes au niveau intellectuel, etc. Et il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, que ces relégations-là seraient faites pas en termes de performance des élèves directement, mais plutôt en termes de comment l'école perçoit un élève qui doit aller dans ce type de section ou qui doit terminer ses écoles dans ce type de section-là. Donc, on discrimine très tôt les personnes racisées à l'école. Et là, je parle du secondaire, donc collège-lycée, mais l'UNIA, qui est l'agence interfédérale de lutte contre les discriminations, prouve que ces relégations, ces discriminations et la façon dont on sépare les élèves commencent déjà dès la maternelle, où on va voir que, par exemple, les élèves noirs ou arabes maghrébins vont, par exemple, être plus punis que les enfants blancs pour les mêmes bêtises, en fait. Donc, on voit déjà cette volonté qu'a l'école de séparer les élèves, et cette discrimination à l'école est très importante parce que ça va déterminer les études qu'on va faire, la place qu'on va avoir au sein du système. Donc, l'école est un des berceaux du racisme, mais malheureusement, l'école est traversée par plein d'autres problèmes. Oui, bien sûr, c'est pas l'accusé. Voilà, oui. Non, pas du tout. C'est un exemple parmi d'autres. Mais un autre exemple de racisme institutionnel, ça va être l'accès aux soins des personnes racisées. C'est-à-dire que, comme Aurélie l'a très bien dit, c'est pas que nos institutions ont explicitement des termes ou des lois ou des fonctionnements qui sont explicitement sexistes, explicitement validistes ou racistes, même si on peut encore en trouver, voilà. Mais c'est que, par exemple, dans l'enseignement de la médecine, il va y avoir des enseignements tacites qui vont être transmis de génération en génération aux médecins, aux praticiens. Et j'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome méditerranéen. Le syndrome méditerranéen, c'est une fausse croyance au sein du milieu médical qui dit que les personnes perçues comme noires, arabes, maghrébines exagèrent leurs symptômes, exagèrent leur expression de la douleur. Et en fait, cette fausse croyance-là est transmise de manière tacite. J'ai eu plusieurs témoignages où ils étaient carrément en cours et le prof dit « Vous devez savoir que le syndrome méditerranéen existe, mais ne le notez pas, il n'y aura pas de question à l'examen ». Ou encore une autre personne qui m'a partagé que durant son stage d'infirmière, son supérieur lui montre une femme noire en train de souffrir sur un brancard et lui pointe du doigt en disant « Ça, c'est du syndrome méditerranéen, c'est du cinéma ». Donc,
il y a des enseignements et des fonctionnements qui se reproduisent au sein des institutions et qui favorisent du coup l'émergence d'inégalités là en termes d'accès aux soins, c'est-à-dire que il y a une étude qui a été diffusée il y a 1 an ou 2. Rapidement. Oui, je vais vite, qui montre bien que quand on est une femme noire, on a beaucoup plus de risques d'être moins prise en compte en termes de soins qu'un homme blanc, et ça a été aussi prouvé en France. Donc ça ne veut pas dire que notre institution, notre société fonctionne directement sur des bases discriminatoires, mais que dans son fonctionnement, en raison d'un héritage, en raison des interactions qu'il y a, il y a la reproduction du système raciste. Là, on a effectivement, merci, pardon. Là, on a vraiment tenté, en tout cas pas grossièrement, pardon, pour vos interventions, mais en tout cas, on a essayé de répondre à la question. Là, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce constat maintenant. Effectivement, qu'on a vu l'héritage historique, la question du privilège blanc et dans les institutions. Et pour répondre en premier, on va lancer l'interview qu'on a faite en amont de Morgan. Donc, je le rappelle, qui est chercheur au centre Émile Durkheim rattaché à l'Université de Bordeaux et qui travaille en ce moment sur l'évolution des associations dites antiracistes et des associations dites antiracistes, donc qui peuvent être des leviers, des solutions à ce racisme structurel dont on vient de parler. Laurie. Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de répondre le plus synthétiquement à cette question. Mais avant de parler Laurie, attends, pardon. Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de répondre le plus synthétiquement à cette question. Mais avant de parler des apports de ces nouvelles associations. Un truc comme ça, donc ça a beaucoup de choses qui me perturbent. En plus, c'est une question très longue. Je vais faire très scolaire. Depuis le début des années 2000, de nouvelles associations telles que le Parti des indigènes de la République, dont vous avez peut-être entendu parler, le collectif représentatif des associations noires de France ou encore la Brigade anti-négrophobie et d'autres collectifs issus de quartiers populaires se sont formés, donc de nouveaux collectifs antiracistes. Qu'apportent ces organisations à la lutte contre le racisme en France? Merci Laurie, pardon. Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de répondre le plus synthétiquement à cette question. Mais avant de parler des apports de ces nouvelles associations antiracistes, je pense qu'il est déjà important de rappeler que c'était un besoin déjà de reconnaissance et puis de réappropriation de la parole antiraciste par des personnes qui elles-mêmes étaient victimes ou potentielles victimes de racisme. Si on devait parler des apports, je pense qu'ils sont multiples et je ne pourrais pas du tout tous les énumérer. Mais pour commencer, un des premiers apports, il me semble, c'est le fait par ces associations, on a pu voir plus clairement l'existence d'une multitude de formes de racisme. Et par ce biais, donc, c'est de reconnaître l'existence d'une diversité de racisme et donc de mieux lutter contre le racisme dans son ensemble. Deuxièmement, je pense qu'il y a toute cette question de la représentation politique et ethno-raciale dans la société française. En effet, cette question-là a été pendant longtemps mise de côté ou du moins faiblement évoquée au profit d'un récit sur l'idée que nous serions, et nous sommes en quelque sorte aussi, mais toutes et tous des citoyens et citoyennes égaux. Sauf qu'en réalité, en fait, nous ne sommes pas toutes et tous véritablement égaux au quotidien vis-à-vis du racisme. Et ça a permis un peu de mettre en avant cette idée-là selon laquelle des personnes françaises étaient, ou non, mais étaient plus victimes de racisme que d'autres. Et donc, cette idée-là a permis aussi de remettre en cause toute l'idée d'une société colorblind, aveugle aux couleurs, que serait la société française. Ensuite, un autre rapport essentiel est celui de l'introduction du point de vue des personnes elles-mêmes victimes ou potentielles victimes de racisme. Si on souhaite lutter contre le racisme, il est important d'en comprendre les mécaniques les plus quotidiennes. Or, pour cela, les personnes les mieux placées pour nous parler de ça, ce sont les personnes qui elles-mêmes sont victimes de racisme. Donc en ce sens, l'apport pour le champ antiraciste a été énorme. Au-delà de ça, donc, normalement, donc, l'autre rapport qui est lié à ce que je viens de dire précédemment, c'est toute cette question de la remise en cause aussi du champ antiraciste.
de ce potentiel de réflexivité. Donc ces associations ont aussi permis de faire bouger les lignes en quelque sorte et d'introduire différentes catégories d'analyse qui nous permettent de mieux saisir la mécanique raciste. Que ça soit l'introduction de toute une réflexion sur la construction sociale de la race, mais aussi toute une réflexion sur les rapports asymétriques de race, qui ont été pendant longtemps mis de côté au profit d'autres récits. Enfin, si je devais conclure, hein, puisque je serais bien sûr prêt à discuter pendant beaucoup plus de temps sur ces questions, mais c'est sur un rappel de l'histoire. L'apport aussi essentiel de ces associations, c'est d'avoir rappelé que le racisme n'est pas simplement le résultat de personnes malveillantes, mais qu'il est aussi le résultat d'une construction socio-historique de rapports entre catégories d'individus, catégories donc elles-mêmes construites historiquement. Donc ça a permis de rappeler bien sûr le rôle hein, de la colonisation et ses effets hein, sur les imaginaires, mais aussi sur les pratiques quotidiennes, mais également bien sûr la question de l'esclavagisme qui était au centre de tout ça, mais au-delà de ça aussi de tout ce de rapport aussi aux minorités culturelles. On pense notamment aux personnes, aux gens du voyage et toute cette histoire-là aussi qui est très ancienne, notamment dans l'espace français. Donc ça a permis de rappeler que en fait il y a bel et bien une histoire derrière ces actes. Et enfin, en dernier lieu, ça a permis aussi de rappeler que au-delà de cette histoire, il y a aussi des structures qui reproduisent et participent d'une certaine façon, volontairement ou involontairement, au racisme, que ce soit des structures étatiques, mais aussi des structures de pouvoir économique. Merci. Merci à vous, Morgan. Je ne sais pas vous, mais c'était un petit peu un petit best-of de ce qu'on s'est dit. Et je sais que vous aimeriez bien réagir à ce qui vient de dire Estelle, mais vous n'allez pas réagir à ce qui vient d'être dit. On va avancer avec vous, Aurélia, parce que au même titre, effectivement, que ces nouvelles organisations antiracistes apportent des éclairages sur ce racisme, vous, ce que vous écrivez dans le livre, c'est que dépasser la race, voire en finir avec la race, peut devenir une proposition politique hyper intéressante. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et je me permets juste une petite digression, parce qu'on avait fait une rencontre sur la question du genre, c'était à l'automne dernier, et on avait Éric Massé, donc, qui est sociologue également à l'Université de Bordeaux, qui nous avait dit que pour lui, une des solutions face au sexisme et aux violences sexistes et sexuelles, c'était de dépasser la question du genre. Forcément, j'y vois un parallèle avec votre proposition de dépasser la question de la race. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est toujours utile de faire le parallèle entre les deux types de domination, bien qu'elles elles sont différentes, mais ça aide à penser. En tout cas, ce que je voulais dire dans cette conclusion, hein, là je me détache un peu peut-être de mon rôle d'historienne et je m'engage plus sur les perspectives que j'y vois, c'est qu'en fait, moi, une des principales découvertes que je fais dans cette recherche, c'est de voir que la race, en fait, va venir se loger dans un moment très particulier de l'histoire européenne, qui est celle de la démocratisation. C'est-à-dire des grandes révolutions, des Lumières, des suites des Lumières, liberté, égalité, et puis éventuellement fraternité. Bon. Mais on est dans des sociétés qui sont profondément esclavagistes et qui proclament, à la fin du XVIIIe, cet horizon, cette ambition qui est définie même l'État, le nouvel État, la nouvelle communauté politique. Or, il y a bien un paradoxe, puisque très rapidement, puisqu'il est si difficile de sortir d'une société esclavagiste, en fait, tout le monde va être libre et égaux, mais pas tout le monde. Voilà. Et en fait, c'est insoutenable. Il y a quelque chose d'insoutenable, il y a une tension très compliquée. Et au fond, qu'est-ce que va faire le discours racial, le discours raciste, la classification, les catégories, etc. C'est justifier, c'est expliquer, mais sans expliquer. C'est finalement, voilà, oui, il y a un petit décalage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pleinement citoyens, ayant droit, avec ces droits fondamentaux, etc. Et puis, il y en a qui sont extraits de cette égalité, de cette liberté universelle. Mais c'est gênant,
C'est gênant d'y penser, c'est gênant de le dire. Et pourtant, c'est essentiel aux structures économiques. C'est essentiel à la reproduction, au déploiement de nouveaux empires coloniaux, de nouveaux espaces coloniaux. C'est plus avec l'esclavage, c'est d'autres formes de contraintes, peut-être moins puissantes, justement, mais qui sont tout autant déterminantes dans l'économie occidentale, européenne. Et donc, d'une certaine manière, on reproduit le principe de l'esclavage, c'est-à-dire il y en a sur qui on peut utiliser la violence, qu'on peut déplacer, à qui on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça ne compte pas. Ils ne sont pas dans la société. Ils ne sont pas protégés par la société. Et il y en a, le principal, la majorité, pour qui voilà, les droits sont reconnus, sont un objectif, etc. Et donc ce décalage, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Un peu, je vais prendre cette phrase très bête, mais qui est sortie il y a quelques années. Après tout, ils n'ont pas les mêmes voitures. Enfin, on a les mêmes voitures, hein, en parlant de la solidarité avec les Ukrainiens au début de la guerre. C'est que, voilà, il y a ce petit décalage. Et ce petit décalage, en fait, il va justifier. On en fait l'apprentissage très tôt. On en fait l'apprentissage permanent sans s'en rendre compte, en voyant justement des situations qui se reproduisent, en les naturalisant, en pensant qu'elles sont normales. Il y a des morts qui comptent moins que d'autres. Donc sortir de la race, pardon je vous coupe, mais sortir de la race, c'est déjà l'affronter. Dans un premier temps, avant d'en sortir, il faut déjà en parler. Ce qu'on essaie de faire. Et donc, ce décalage qui est tabou, en fait, il est tabou parce qu'il se réfère à des choses extrêmement dures, violentes, qui sont dissimulées, en fait, derrière cet horizon d'égalité et de liberté. Mais en fait, c'est se confronter. Alors, c'est quoi se confronter à la race ? C'est se confronter à la dimension coloniale de nos sociétés. Et la dimension coloniale, c'est de dire, bah oui, il y en a qui sont extérieurs. Hein. Il y a des corps, il y a des personnes, il y a des territoires, il y a des ressources. Par exemple, on peut aller jeter nos déchets dans des territoires qui ne sont pas vraiment des territoires. Enfin, on peut faire travailler des gens à un salaire moins que... voilà. Parce que bon, bah, voilà. Et donc, cette possibilité de recourir même inconsciemment au fait d'éroder, voilà, d'amoindrir l'idéal de liberté, d'égalité, d'universel, eh bien, c'est ce qui rend possible, enfin, c'est ce qui soutient toute l'organisation de la production des richesses dans le monde, de la circulation, des droits qui sont attribués, etc. Donc, au fond, il se joue là une manière de repenser notre écologie globale au niveau de la planète, de repenser évidemment des rapports d'inégalité sur la migration, sur tout ce qu'on a évoqué ce soir. Il y a des endroits dans le monde qui sont un peu moins dans l'universel que d'autres pour l'instant. Et en plus, tout ce système, on a parlé de l'école, de la police, etc., mais il y a quand même un système encore plus inconscient, c'est la reproduction, disons, par les générations. Comment on est blanc, comment on est non blanc, etc. Et là, dans cette histoire-là, les femmes ont eu un rôle historique très important. C'est-à-dire que, je ne vais pas développer, mais les questions de genre, la formation du genre, la catégorie de genre au XIXe siècle a beaucoup à voir avec le rôle qu'on donne aux femmes à ce moment-là dans la société européenne de reproduire le blanc, d'avoir des enfants blancs. Voilà. Et ça explique aussi des préjugés qui sont attribués aux femmes non blanches dans les situations coloniales, etc. Donc en fait, pour moi, quand on touche à la race, quand on se confronte et quand on décortique ça, on saisit d'un coup, dans un même mouvement, eh bien, les principaux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Merci. Estelle, vous proposez des tutos dans votre livre. Est-ce que vous pouvez peut-être en choisir un qui pourrait nous aider à aller vers plus d'égalité ? Je vais revenir ici un petit instant sur le terme de privilège blanc, parce que le terme de privilège, il est souvent compris pour les questions de classe.
quand je parle de privilège blanc, il y a plein de gens qui vont me dire « Oh, mais moi, j'ai vécu dans la pauvreté toute ma vie, je galère, depuis des générations de ma famille dans la pauvreté, je me sens pas privilégiée. » Alors, le privilège, quand on parle de privilège blanc, on parle vraiment de privilège du point de vue de la question du racisme. Donc, les personnes perçues comme blanches, en tout cas au niveau sociologique, il a été, c'est démontré, on le voit bien dans les rapports, elles ne font pas face aux mêmes obstacles de manière massive et collective, et avec ça, et avec une grosse base historique, que les personnes dites racisées, c'est-à-dire que les personnes perçues comme blanches peuvent rencontrer des entraves, évidemment, dans la vie de tous les jours, mais de manière massive et collective, ces entraves-là ne seront pas du fait qu'elles sont blanches. Et une des premières personnes à avoir analysé une des premières à avoir rendu le concept de privilège blanc accessible, c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Peggy McIntosh et qui, en pensant faire justement une recherche sur le privilège masculin, va se rendre compte qu'elle aussi, en tant que femme blanche, elle a des privilèges. Et elle va établir ainsi une liste de choses qu'elle fait dans son quotidien et qui, pour elle, révélerait justement la question du privilège racial. Donc, je vais inviter les personnes qui le peuvent, qui sont valides, à se lever avec moi. On va faire un exercice ensemble. Alors, je vais lire une série de phrases d'affirmation. Si vous avez ce privilège-là, restez debout. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce privilège-là, je vous invite à vous asseoir. Une fois que vous êtes assis, s'il vous plaît, restez assis. Et voilà, donc je vais commencer. Tout ce qui se passe dans cette salle restera dans cette salle. Oui, et alors, pour dédramatiser, moi je ne mets pas de jugement moral sur ces questions. Pour moi, on est là pour apprendre, pour désapprendre ce conditionnement-là. Et c'est un exercice qui permet de donner à voir en fait cette structure et qui va peut-être, je l'espère, déclencher des réflexions. Donc je commence. Je peux, si je le souhaite, m'arranger pour être la plupart du temps en compagnie de personnes de ma race. Je peux faire mes courses seule la plupart du temps en étant à peu près sûre que je ne vais pas être suivie ou harcelée. Je peux allumer la télévision ou regarder la une du journal et voir des personnes de ma race largement représentées. Quand on me parle de notre civilisation, on sous-entend que c'est les gens de la même couleur que moi qui l'ont bâtie. Je peux être sûre que mes enfants étudieront dans des manuels scolaires qui témoignent de l'existence de leur race. Je peux réussir dans une situation difficile sans qu'on me dise que je fais l'honneur de ma race. On ne me demande jamais de parler au nom de toutes les personnes de mon groupe racial. Je peux ignorer la langue et les coutumes des personnes de couleur qui constituent la majorité du monde sans que ma culture soit jamais critiquée pour un tel manque. Je peux critiquer notre gouvernement et dire que je redoute sa politique et ses décisions sans jamais être considérée comme une étrangère. Je peux être sûre que si je demande à parler à la personne responsable, j'aurai en face de moi une personne de ma race. Si un agent de police m'interpelle ou me contrôle, je peux être sûre que ce contrôle n'est pas lié à ma race. Je peux facilement acheter des affiches, des cartes postales, des livres d'images, des poupées, des jouets, des magazines pour enfants représentant des personnes de ma race. Je peux être sûre que si j'ai besoin d'une aide juridique ou d'une aide médicale, ma race ne jouera pas contre moi. Je peux choisir du fond de teint et des pansements de couleur chair qui correspondent plus ou moins à ma couleur de peau. Et enfin, je peux jurer, m'habiller de seconde main ou ne pas répondre aux lettres sans que l'on puisse attribuer ses choix à la mauvaise moralité, à la pauvreté ou à l'analphabétisme propre à ma race. Alors, je vais vous demander de prendre un petit instant pour observer la salle autour de vous. Alors là, on est face à des exemples concrets, visibles du privilège blanc que l'on rencontre dans notre quotidien. Et du coup, moi, dans ma pratique, je travaille avec des personnes qui ont envie de commencer ce chemin et qui ont envie de s'interroger sur la question des privilèges. Et ce que je leur dis, c'est que cette position statique, le fait d'avoir conscience et de se rendre compte de ces inégalités-là ne suffit pas. Et qu'avoir conscience des privilèges, avoir conscience du racisme systémique, vous pouvez vous asseoir, ne suffit pas.
Donc, ce que je fais dans Mécanique du privilège blanc, c'est que je vous donne des clés pour savoir comment agir. Donc, avoir conscience des privilèges, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien quand vous êtes face, sur votre lieu de travail, à quelqu'un qui tient des propos ouvertement racistes ? Que faites-vous, par exemple, dans le cadre de l'éducation, où vous êtes face à une personne qui tient ouvertement des propos racistes, antisémites, islamophobes ? Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien, que ça soit en termes réflexifs, pour réfléchir à comment les biais raciaux s'intègrent dans la façon dont notre comportement et nos interactions vont être influencés par ça ? Je vous rassure, on a tous et toutes des préjugés et des stéréotypes. Notre cerveau en a besoin pour fonctionner, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour les déconstruire ? Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire que le combat antiraciste, en tout cas la déconstruction pour les personnes dites les alliés de la lutte, les personnes blanches qui veulent se mettre en solidarité active avec les personnes racisées, l'idée, c'est de se dire que en avoir conscience, c'est pas suffisant, mais il faut aussi prendre conscience que le fait d'être conscient du fait d'avoir des préjugés et des stéréotypes ne fait pas de vous des mauvaises personnes, etc. Au contraire, le fait d'en avoir conscience et décider de les affronter, décider d'affronter cette histoire qui forge nos représentations, nos interactions, ça fait aussi partie du combat antiraciste, et que pour faire briller les idéaux d'égalité et de la protection des droits humains, il faut que chacune des personnes décide de lutter contre ce système et du coup de prendre sa responsabilité politique. Et il y a des actions comme ça à faire au quotidien. Et c'est ce que je vous invite à faire et à continuer à vous intéresser à ces questions. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci. Maxime va passer avec le micro pour prendre vos questions. Oui, je vois les premières mains qui se lèvent. Oui, oui. Merci Maxime. Merci. Bonsoir et merci à vous pour cet événement. C'était vachement intéressant. Moi, il y a une question un peu théorique qui me trotte un peu dans l'esprit. Dans une même phrase, à un moment, ont été enchaînés les mots de colonialisme et de colonialité. Ce qui sous-entend donc que ces deux mots sont différents. Quelle serait donc la différence entre colonialisme et colonialité ? Merci. Vas-y Estelle, si tu veux. Je ne sais pas si c'est le terme théorique le plus précis, mais moi, quand je parle de colonialité, c'est pour parler de la manière dont le colonialisme continue d'être généré, d'être reproduit au sein d'une même société. Par exemple, j'ai parlé de la Belgique en particulier. La colonialité en Belgique se caractérise par un déni très profond de son histoire coloniale, à savoir que la Belgique a colonisé le Congo, le Burundi et le Rwanda, qu'elle est même, selon des experts, pointée pour un génocide qui aurait eu lieu sous le règne de Léopold II. Enfin bref, je ne vais pas faire toute l'histoire ici. Mais la Belgique a un grand déni de cette histoire coloniale-là, mais au même instant continue à valoriser cette histoire, notamment par le biais des symboles, par le biais du manque d'éducation, ou alors une éducation, par exemple dans les écoles, nous on n'a pas encore rendu obligatoire pour toutes les sections l'histoire coloniale. Et souvent, quand c'est enseigné, en tout cas en Belgique francophone, c'est sous un prisme colonialiste. Là, c'est encore un autre mot. Donc, comme étant des termes qui promeut en fait la colonisation. Donc, la colonialité, c'est expliquer comment nos sociétés sont encore traversées par ces rapports inégalitaires de pouvoir qui sont liés à notre histoire coloniale et comment encore aujourd'hui c'est reproduit, maintenu. Voilà, j'espère que c'est... Merci. Il y a deux mains, trois même, pardon. Oui, alors moi je me faisais un parallèle avec les animaux par rapport au statut des animaux qui ont évolué depuis 2015, puisque je crois que c'est 2015, je suis plus sûre. Ils étaient avant donc des meubles depuis le code de 1802 napoléonien et ils sont devenus donc des êtres vivants. Et je me disais que en fait, si les familles des esclaves n'ont pas été indemnisées, c'est parce qu'en fait on est tous, qu'on soit blanc, qu'on soit de n'importe quelle couleur, on est avant tout des objets en fait, et que ce monde avec Elon Musk, le transhumanisme, il nous objectivise de plus en plus et il
nous prennent d'ailleurs pour des abrutis, parce que maintenant Elon Musk, il en est à vouloir nous mettre Neuralink, parce que justement pour lui, on n'est que des objets, on n'est même plus des êtres humains. Et je crois qu'il y a un parallèle aussi de ça, c'est que il y aura de plus en plus, hélas, peut-être de gens qui vont être avec des groupes, même s'ils s'en rendent pas compte, même entre blancs, parce qu'en fait, ce monde, il est vraiment fait pour nous dissocier, en fait, parce que nous sommes des objets pour le capitalisme. On n'est pas des êtres humains. Et en plus, bon, après, on peut pousser ça avec l'IA et tout, qui nous rend encore moins humains et qui nous fait croire qu'on n'est plus rien et qu'on va être remplacé. Mais ça fait qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas si vous réfléchissez à ces questions-là, mais ça fait des mini-groupes, même entre blancs ou même entre... vous voyez, c'est des groupes de séparation parce qu'on est des objets, en fait, pour le capitalisme. Merci. Je réagis. Oui. Ah bah, écoutez, je ne sais pas ce que ça fait aujourd'hui, mais en tout cas, c'est absolument important ce que vous amenez là, parce que précisément, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé ce soir, c'est les liens profonds qu'il y a entre ce développement colonial économique avec le capitalisme. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'économie capitaliste, il y a un lien profond. Et quand vous parlez de « nous sommes des objets », enfin, le capitalisme fait des objets. C'est exactement la raison pour laquelle capitalisme et esclavage se sont croisés dans ces proportions, hein, l'un soutenant l'autre, parce que l'esclavage, c'est ce qui permet au capitalisme de faire du travail, du travail des gens, un objet qui va être financé, acheté, échangé, etc. Et ce geste de l'objectification, disons, qui est nécessaire à l'économie capitaliste, il porte aussi sur l'ensemble du monde vivant. Et les animaux, mais pas que les animaux, la faune, la flore, etc. Oui, le vivant en général. Oui. Le vivant en général. Et donc, effectivement, ce que nous traversons aujourd'hui comme crise, c'est aussi la façon dont le capitalisme a entièrement, enfin, progressivement de plus en plus, objectifié l'ensemble de notre écosystème au sens large. Et donc, effectivement, la question des animaux renvoie précisément à ce geste qui a concerné, effectivement, à l'époque de l'esclavage, des humains. Bien sûr. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Merci pour votre question. Oui, merci. Vous avez évoqué à un moment, enfin vous avez fait un rapprochement entre le mariage et l'esclavage, et ça a attisé ma curiosité. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît ? Alors, c'était juste pour expliquer ce qu'est une institution, enfin, et à quel point ces institutions sont puissantes et déterminantes dans les sociétés. Le mariage, ça veut dire, tout le monde sait ce que c'est. Vous pouvez voyager dans le monde entier, dans toutes les époques, vous allez toujours trouver quelque chose, un mot qui va traduire à la fois l'idée de mariage, à la fois le terme d'esclavage. Même si dans chaque pays, dans chaque société, ça varie, les conditions ne sont pas les mêmes, il y a dot, il n'y a pas dot, il y a telle juridiction, etc. Mais on sait ce que c'est. Il y a quelque chose sur le plan anthropologique qui est, je sais pas, c'est universel, mais en tout cas qui est traduisible dans toutes les sociétés. Donc c'est vraiment quelque chose de très répandu, de très important. Dans le mariage, il y a une espèce de fiction, de convention, disons. On dirait que ces deux personnes vont avoir des enfants ensemble, vont avoir des biens ensemble, enfin vont gérer des choses ensemble, vont être unis. Alors particulièrement dans le mariage chrétien, voilà, ces deux personnes sont indissociables. Elles sont liées jusqu'à la mort. Bon. On est d'accord que c'est une fiction. Pour plein de raisons, mais notamment parce que tout simplement, quelqu'un peut partir, se lever et partir, et puis ne pas être lié. Donc, pourtant, bien qu'on puisse se lever et partir, à n'importe quel moment, on va quand même subir, enfin, disons, vivre cette union alors, pas forcément toujours jusqu'à la mort, mais en tout cas, c'est engageant. Voilà.
Et toute la société va contribuer. Ah, ils sont mariés, c'est un couple marié, donc c'est la femme de machin. Voilà, il y a toute une convention qui se crée autour de cette idée. On ferait comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre, on ne pourrait pas les considérer séparément. Mais l'esclavage, c'est tout aussi, c'est exactement le même mécanisme. On ferait comme si c'était, ils n'étaient pas dans la société. Ils sont là, ils sont nés ici, ils travaillent avec nous, ils vivent avec nous, on les aime beaucoup. On a des rapports affectifs, sexuels, amicaux, tout ce qu'on veut. Mais en fait, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne comptent pas. Voilà. Donc, vous voyez, il faut une fiction extrêmement puissante, encore plus peut-être puissante que le mariage, même si le mariage a son absurdité. On fera une rencontre sur le mariage avec vous si vous voulez. Voilà, je veux dire, mais alors l'esclavage, ça va encore plus loin, mais c'est de cette nature. C'est-à-dire, on est ensemble, on vit ensemble, tout ce que tu fais contribue, parce que par ton travail, par ta présence, par ton intelligence, par tout ce qu'on veut, contribue à la société, mais tu n'en fais pas partie. Voilà. Et c'est cette fiction qui permet que tes activités, ton travail, ton affection, ton attention, ton intelligence, soient un objet, objectifiable, disons, ce mot n'existe pas, mais tant pis, aliénable, on devrait dire, et donc marchandisable. Et c'est à cette condition qu'on peut marchandiser une partie de mon activité, qui est mon travail, ma sexualité, mon raisonnement, etc., ma vigilance, tout ce qu'on veut. Donc, voilà la comparaison qui permet de comprendre, et c'est très important de comprendre ça pour la puissance, les effets profonds, et aussi pour penser que cette institution, elle est aussi répandue que le mariage, c'est-à-dire qu'il faut absolument sortir de l'assimilation qu'on continue à faire entre Afrique, Africain, peau noire, et esclavage. L'esclavage, c'est une histoire bien plus longue et bien plus répandue que l'histoire atlantique. Et donc, c'est très important de le penser parce que sinon, on continue d'une certaine manière à associer cognitivement l'esclavage aux Africains. Merci. Ouf, je l'ai chopé. Ouais, derrière, Maxime. Tout derrière. Et après... Merci beaucoup pour la discussion. J'ai une question très rapide. Merci. Est-ce qu'il y a du racisme dans les sociétés qui n'ont pas été esclavagistes ou colonialistes ? Ne vous battez pas. Non. Alors, tout dépend de la définition. Il y a des discussions là-dessus, qu'on a du racisme. Moi, personnellement, ma définition du racisme, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la façon dont les sociétés européennes dans les sociétés européennes, il y a un stigmate de l'esclavage européen. Parce que c'est le terme qui a été donné historiquement, les races, la classification raciale, etc. Ce qu'on va trouver dans toutes les sociétés esclavagistes, c'est des stigmates de l'esclavage qui peuvent porter sur des générations. Et dans certaines sociétés, ça va aussi porter sur des personnes d'origine africaine et d'origine subsaharienne, avec les mêmes effets, parce que les traites étaient les mêmes, de la même provenance. Donc le stigmate, il s'est construit en fait à peu près de la même façon. Donc pour moi, je réserve le mot de race en fait à l'histoire européenne, parce que je trouve que ce qu'il y a de très utile dans ce mot, c'est qu'il nous rappelle ce paradoxe entre égalité, liberté-égalité, et en fait non. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il y a dans d'autres sociétés. Estelle, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, peut-être juste pour compléter, des rapports difficiles dans des sociétés ou dans des pays, ça existe, mais elles n'ont pas toutes été structurées autour de la notion de race, comme tu l'as très bien expliqué, qui est bien née en Europe en particulier. Donc voilà. Merci. Il y avait une question. Ouais. Merci. Bonsoir. Merci déjà à toutes les trois pour cet échange. C'était vraiment très enrichissant. J'ai une question pour Estelle. Déjà, je vous remercie parce que je vous suis depuis quasiment les débuts de Semblant de Rien. Je suis un petit peu ému de vous parler.
Et en fait, ce que j'ai appris beaucoup de choses avec tout ce que vous postez sur tout votre travail sur Instagram. Je me suis rendu compte d'une chose, alors au-delà de toutes les problématiques de racisme structurel, de racisme systémique, de blanchité, tout ça, c'est que je connaissais très mal la Belgique, à part les frites Stromae et Tintin, et la statue qui fait pipi, mais je connais pas grand-chose de la Belgique. Et du coup, je me posais la question, comment il faut qu'on regarde la Belgique sur ces histoires justement de racisme, de montée des extrêmes droites. Comment est-ce qu'il faut, de notre côté, du côté français, avec ce biais un petit peu franco-français, de croire qu'on est un petit peu le centre de l'Europe, alors que pas du tout. Mais comment il faut qu'on regarde la Belgique, sur quoi il faut qu'on fasse attention, sur l'influence que peut avoir la Belgique dans l'Europe et dans le monde? Déjà, je te remercie pour ton soutien depuis toutes ces années. Ça fait 5 ans, donc je suis assez touchée par ce que tu viens de dire, donc je te remercie. Alors oui, dans le livre, pour moi, c'était super important. Et puis même sur la page, j'essaye toujours de faire des parallèles, de montrer les similitudes en fait entre les pays, notamment européens, et pour montrer que les mécanismes de racisme, même s'ils vont un peu être plus intenses, moins intenses, ou voilà, mais qui sont assez similaires. Et justement, là, tu as mis le doigt sur une petite frustration que j'avais, je dois avouer, sur le fait que quand il y a des faits de violence policière assez graves, par exemple, qui se passent en Belgique, souvent, il y a très peu de relais du côté français. Alors, pour expliquer, ma page Instagram, elle est principalement suivie par des personnes françaises, et puis même les questions de racisme qui se passent en France, la manière dont les Français se politisent, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc c'est pour ça que je prends plaisir aussi à travailler sur des dynamiques en France. Mais c'est vrai que je me suis dit, mince, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une amplification qui soit un peu, qui pourrait se faire par exemple entre les pays francophones de l'Europe, ou puis même au niveau global et au niveau européen, parce que je pense qu'on gagnerait en force. Maintenant, c'est tout à fait naturel et normal qu'on s'intéresse aux problématiques qui nous touchent nous directement. Mais du coup, ce que j'ai voulu aussi faire et ce que j'essaye de faire, c'est de montrer en fait les ponts de solidarité qu'il pourrait avoir. Car, par exemple, je sais que quand il se passe un fait de violence policière, par exemple en France, en Belgique, on va beaucoup l'amplifier. Pour parler de la situation spécifique de la Belgique, la Belgique est un État fédéral, il y a un néerlandophone au nord, il y a Bruxelles qui est bicommunautaire et donc bilingue, où il y a 2 langues, le néerlandais et le français, et puis il y a le sud de la Belgique qui est complètement francophone, et on a aussi une partie, un gouvernement avec des Allemands. Donc c'est un casse-tête institutionnel, et on est assez séparés par la barrière linguistique. La façon dont les néerlandophones vont aborder les questions de race, les questions d'égalité est assez différente de la manière dont nous on l'aborde en Belgique francophone. En Belgique francophone, on aborde ces questions de racisme et de race quasiment de la même façon qu'en France. On n'a juste pas le principe d'indivisibilité de la République, vraiment cette idéologie colorblind poussée en France. On n'a pas ça, mais on est très influencé par ce qu'il se passe en France, notamment par la montée de l'extrême droite en France. On voit quand même que les discours racistes, masculinistes qui sont portés par les médias en France ont une influence en Belgique parce qu'on a accès aux chaînes de télévision en France. Donc pour moi, on gagnerait à apprendre à se connaître, à observer comment nos États et nos mouvements sociaux agissent pour faire des ponts de solidarité. Moi, un de mes rêves, ce serait qu'il y ait vraiment une lutte antiraciste globalisée de tous les pays qui sont entravés par ça, et qu'on avance ensemble, comme on l'a fait par exemple en 2020 pour George Floyd. Du coup, vraiment, ce que je fais dans ce livre, c'est que j'essaye vraiment de montrer un maximum. Par exemple, j'ai expliqué le racisme structurel, et je montre comment des exemples français et des exemples belges pour vraiment montrer le lien qu'on a ensemble, parce que la Belgique, si elle n'a pas participé directement à l'esclavage, qu'elle n'a pas mis ça en place directement, elle en a joui, et ça a été un empire colonial assez sanguinaire aussi. Donc il y a des similitudes sur lesquelles on ferait bien de donner de la force, en fait, tout simplement. Merci, on va vous réapplaudir et on va conclure. Merci beaucoup. J'espère en tout cas qu'on a été en tout cas une forme de sensibilisation, même si c'est pas suffisant, on a bien compris, de rappeler tous ces héritages-là. J'espère qu'on a été vraiment une porte d'entrée sur ce sujet. Le bar reste ouvert, les intervenantes restent là si vous avez des questions à leur poser. On se retrouve nous dans pas si longtemps que ça.